bienvenue dans les Arcanes du Trône. Et nous sommes aujourd'hui à notre 3e émission sur le pouvoir dans Game of Thrones. Et nous sommes toujours accompagnés de Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour. Je suis Justine Breton, je suis docteur en littérature médiévale et je travaille sur la question du pouvoir dans la fantasy et dans les fictions médiévalisantes. Encore une fois, nous sommes accompagnés par notre groupe de fans de la série, des livres, mais aussi de séries télévisées et de jeux vidéo. Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore une fois. Et donc pour reprendre là où nous étions restés la dernière fois, j'aimerais savoir, après toutes les discussions qu'on a eues sur les différents types de pouvoirs, sur les pouvoirs dans les différents royaumes, sur les différents personnages et le type de pouvoir qu'ils exercent, est-ce qu'on a un modèle de bon dirigeant dans Game of Thrones ou qu'est-ce qu'un bon dirigeant pour un monde tel que celui de Game of Thrones ? C'est vrai que la question se pose puisque la série commence par donner des contre-exemples et commence par donner des exemples de dirigeants tyranniques, de dirigeants fous ou de dirigeants qui veulent absolument renverser le pouvoir sans savoir ce qu'ils vont mettre en place derrière. C'est le cas de Robb Stark et dans la série, son épouse lui fait remarquer « mais tu veux renverser un roi, tu ne sais pas ce que tu vas faire juste après ?» C'est pas extrêmement cohérent. Donc on a d'abord ces contre-exemples, mais la série commence à tracer en filigrane l'idée d'un bon dirigeant pour le mettre en scène ensuite petit à petit avec, alors voilà, le groupe de fans pourra rebondir sur la question, mais je pense qu'avant tout, un bon dirigeant dans Game of Thrones et en grande partie dans la fantasy médiévalisante justement, c'est un dirigeant qui ne veut pas le pouvoir, mais quelqu'un qui se trouve contraint de régner parce qu'il sait qu'il va pouvoir aider et que ça va être son devoir d'aider le peuple. C'est ce qui est mis en scène dans les textes avec le personnage d'Aegon Targaryen. C'est ce qui apparaît petit à petit dans la série à travers le personnage de Jon et Aegon, du coup, puisqu'on a voilà, un mélange. Mais c'est cette idée de personnage qui va agir pour les autres, pour défendre les autres, qui va se battre pour justement défendre ceux qui ne pourraient peut-être pas se défendre eux-mêmes, mais qui ne veut pas le pouvoir pour lui-même, mais qui veut simplement aider. Mais du coup, qu'en est-il d'un personnage comme Daenerys Targaryen, qui veut le pouvoir, mais qui en même temps essaie de libérer les gens, notamment les esclaves? C'est ça. Alors c'est un personnage extrêmement intéressant à ce niveau-là, puisque elle permettrait de faire la transition entre une vision, on va dire, négative du pouvoir, de quelqu'un qui veut absolument le trône parce que c'est son droit légitime, elle veut reconquérir le trône, comme elle l'explique constamment, alors qu'on lui montre bien qu'elle a quitté Westeros quand elle était encore un bébé, enfin, elle ne connaît rien de ce territoire, mais par la suite, elle est confrontée à la réalité des cités qu'elle conquiert lorsqu'elle est à Essos, et c'est face à cette réalité de la vie qu'elle va petit à petit changer son discours et qu'elle va d'abord chercher à aider. Donc elle a vraiment cette transition d'un pouvoir négatif et d'un pouvoir qui serait peut-être destructeur à un pouvoir plus constructif. C'est pas pour autant qu'elle a arrêté toute destruction, mais c'est un personnage qui fait cette transition d'ailleurs de façon très intéressante. Alors on a parlé pas mal de pouvoir féminin dans nos émissions passées, notamment avec Cersei. Quelqu'un dont on n'a pas parlé et qui est quand même très important, notamment dans le Nord, c'est Sansa Stark. C'est quelqu'un qui de plus en plus veut ce pouvoir. Oui, et c'est un personnage qui d'abord est une forme elle représente une forme de pouvoir passif, puisque plusieurs fois on dit celui qui contrôle Sansa Stark contrôle le Nord. Sansa Stark est la clé du Nord. Donc d'abord on veut la marier à peu près tout le monde pour pouvoir contrôler le Nord par un héritier auquel elle pourrait donner naissance. Et par la suite, petit à petit justement, encore une fois, face aux contraintes et face aux réalités souvent macabres de la vie et de la violence à laquelle elle peut être confrontée, elle se met à s'imposer de plus en plus. C'est aussi ce qui est fascinant dans une série aussi longue que Game of Thrones, c'est qu'on a cette évolution des personnages. On a des personnages qui sont forts dès le début, c'est le cas notamment de Olenna Tyrell, la grand-mère absolument fascinante, qui a un petit côté Tywin Lannister, mais souvent beaucoup plus drôle d'ailleurs, donc beaucoup plus attachant aussi. On a des personnages qui sont forts, on a des personnages qui se revendiquent comme forts et qui tournent petit à petit comme Cersei, et le personnage de Sansa qui, elle, apprend tant bien que mal. Elle, ce qu'elle voulait, c'était être une lady avec des jolies robes et faire de la broderie, et elle se rend compte petit à petit que
il va falloir aussi se salir les mains et qu'il va falloir prendre sa destinée en main pour arrêter d'être mariée à tous les tarés du continent, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot au bout d'un moment. Hein. Elle cumule quand même Joffrey et Ramsay Bolton, la pauvre, ça fait beaucoup. Mais donc, on a des personnages comme ça, et on a aussi le personnage d'Arya Stark, hein, pour ce qu'on n'a pas encore cité, mais Arya et Brienne aussi, qui sont deux personnages féminins, mais des personnages de combattants, qui sont assez fascinants puisqu'elles vont chercher à redéfinir les notions de genre et les notions de ce qu'est une femme de pouvoir ou ce qu'est un combattant. Brienne rappelle sans cesse qu'elle n'est pas un chevalier et pourtant elle agit souvent comme un chevalier. Arya se déguise en garçon mais est bien une fille et elle cherche en partie à se débarrasser de cette identité de Stark pour pouvoir acquérir plus de pouvoir avec les Faceless Men et avec cette éducation d'assassin hein, qu'elle suit. Mais c'est un prétexte pour mieux redevenir véritablement Arya Stark et pour mieux gagner en puissance par la suite. Donc on a des personnages qui ont une très belle évolution, qui gagnent en pouvoir soit volontairement, dans le cas d'Arya, soit du fait des contraintes qu'on leur impose et que la vie leur impose, comme Sansa. Justement revenir sur le personnage de Sansa qui je trouve est vraiment un des personnages qui a la plus grande évolution en fait sur l'ensemble. Alors il y en a d'autres, il y a Jaime par exemple aussi, mais c'est effectivement un personnage qui est assez intéressant à ce niveau-là, donc qui passe vraiment de l'archétype de la... Oui, c'est comme tu disais en fait, de la jeune lady qui va être l'épouse parfaite. Une petite peste un peu aussi au départ. Ah ouais, alors oui, carrément. Ah, d'accord, c'est ça. Insupportable. Mais qui justement grandit et ce qui est intéressant, c'est effectivement les figures aussi avec lesquelles elle s'est construite et avec lesquelles elle arrive à s'en détacher, etc. Enfin, par exemple, le personnage de Littlefinger qui l'a accompagnée, etc. Qui est, bon, il y a une relation très malsaine entre les deux. Oui, mais je crois que Sansa, elle cumule toutes les relations malsaines. Donc, et oui, après, ce sera intéressant de voir effectivement dans la saison 8 quel va être son rapport avec Jon, qui va revenir du Sud, et surtout avec Daenerys aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment la question. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans cette relation où on a deux jeunes femmes qui viennent de loin, qui ont beaucoup grandi, qui veulent aussi du pouvoir et qui sont aussi attachées de manière différente à Jon. Sachant qu'on a aussi dans l'équation Arya Stark qui a une relation aussi tout à fait différente à Jon et qui est aussi différente dans le livre apparemment. Donc, pour le personnage de Arya Stark, on est beaucoup plus tenté de se dire qu'elle va soutenir Jon parce que c'est son frère préféré, ils ont une relation quand même très fusionnelle, toujours symbolisée par son épée, hein, cette fameuse épée que Arya perd et finit par récupérer, mais à laquelle elle est très attachée. Elle est très attachée à Jon, elle le soutient grandement, elle est également très attachée à Gendry, qui maintenant est un soutien de Jon, donc on peut partir du principe qu'en théorie, elle devrait être de ce côté-là. Pour Sansa, effectivement, c'est beaucoup plus complexe, puisqu'elle a toujours été un peu à part, elle a toujours été aussi parfois assez cruelle avec Jon pendant leur enfance, parfois aussi avec Arya d'ailleurs, hein, justement avec cette image de petite peste qu'elle pouvait avoir au début. Mais à la fin de la saison 7, on a bien eu cette idée d'union des Stark et le fait que le loup solitaire peut mourir alors que le pack, hein, la meute survit. Donc, on peut se dire que partant de ce principe, les Stark vont essayer de s'unir. Voilà, ça serait bien, mais malheureusement, bon, il faut bien qu'on ait des surprises aussi dans la prochaine saison, sinon c'est pas drôle. Absolument. J'ai juste un petit mot rapide par rapport à la question que tu posais, Julie, sur le fait qu'est-ce qu'un bon leader. Et alors moi, personnellement, hein, j'ai un petit faible pour justement les pouvoirs transparents, on va dire, qu'on ne voit pas. Donc du coup j'aime beaucoup Varys aussi parce qu'on partage la même coupe de cheveux et en fait je me demandais si finalement la réponse à la question ça serait pas est-ce que finalement le meilleur leader possible c'est pas le leader non identifié parce que du coup la cible est plus difficile à... Ah oui, non identifié. Ceux en fait qui ne sont pas sur le devant de la scène, donc justement plus les Varys ou ce genre de personnages qui sont en coulisses et qui finalement un petit peu tirent les ficelles de toutes ces têtes identifiées. Alors, je ne sais pas si on peut parler de théorie, mais je pense, et ça irait dans le sens de ce que Daenerys explique,
Elle explique que justement le jeu des pouvoirs à Westeros, c'est une roue qui ne cesse de tourner. Cette famille a le pouvoir, puis cette autre. Voilà, c'est un cycle sans fin. Et elle explique, je ne veux pas arrêter la roue, je veux la détruire complètement. Il est fort probable que la seule façon de détruire la roue et de mettre un terme à ce jeu des trônes, ce serait de détruire le trône, dans son sens symbolique ou bien entendu dans son sens réel, mais justement pour éviter qu'on ait cette question de confrontation de différentes familles et de confrontation des pouvoirs, ce serait de mettre en place une autre forme de pouvoir, et c'est déjà un petit peu ce qui est mis en place du côté de tout le groupe Daenerys, Jon, etc. Puisque c'est ce que Tyrion propose à Daenerys aussi, hein, il lui dit « D'accord, vous dites que vous ne pouvez pas avoir d'enfants, mais il y a d'autres systèmes pour élire voilà, un successeur. » Il évoque notamment le système d'élection de la garde de nuit. Et on se retrouve du côté de Daenerys avec une dirigeante, un dirigeant aussi avec Jon, et toute une série de ce qu'on pourrait considérer comme des ministres, puisqu'ils ont Tyrion, qui est un excellent stratège, une sorte de premier ministre, hein, c'est la main aussi, the hand of the queen. On a Varys qui pourrait être une forme de ministre de la communication avec des secrets qu'il maîtrise. On a Missandei qui est l'interprète qui parle, je ne sais plus, 19 langues ou quelque chose comme ça. On a Grey Worm Torgonudo qui va lui être le représentant d'un pouvoir guerrier. Donc on a toutes ces différentes facettes du pouvoir qui se retrouvent concentrées autour de ce groupe de Jon et Daenerys. Peut-être que justement la façon de faire de mettre un terme à ce jeu des trônes et de détruire la roue en détruisant le trône et en mettant en place un autre système de gouvernement, peut-être plus démocratique, quitte à mettre en place, je ne sais pas, des ministres ou... Voilà, ça serait peut-être une façon de tout détruire. Oui, après il faut quand même remettre en perspective. Quand Daenerys dit qu'elle veut détruire la roue, en réalité elle est quand même très hypocrite. Voilà. Parce que ce qu'elle veut, en fait, c'est plutôt revenir sur le trône, parce qu'elle est issue de la famille Targaryen. Et le reste, même une fois qu'elle arrive à Westeros, elle ne remet pas en question le pouvoir des familles du moment que ces familles soient avec elle. Voilà. Du coup, et si la question de l'élection après se pose, c'est uniquement par défaut parce qu'apparemment elle ne peut pas avoir d'enfants et que d'un point de vue héritier, les Targaryens, sa dernière, si on oublie Jon, qui n'est pas encore officiel, c'est mort. Les plus légitimes après les Targaryens, ce sont les Baratheons qui sont morts. Ça reste plus et après, voilà. Reste à voir comment Daenerys réagira lorsqu'elle apprendra que non, elle n'est pas la dernière Targaryen et non, elle n'est pas véritablement l'héritière légitime du trône. Ça risque d'être assez violent. Ouais. Parce que pour l'instant, on a quoi? On a surtout Bran en fait qui a ses visions. Est-ce que la seule parole... Alors non, parce que le texte de Sam, il dit juste que Rhaegar a épousé une autre femme. C'est une des preuves. Oui. Reste à prouver qu'il y a cette femme. On a le dragon. Reste à prouver qu'il y a cette femme, reste à prouver qu'ils ont eu un enfant. On a le dragon qui n'a pas... Alors ouais, il y a effectivement, il y a possibilité que Jon récupère Rhaegal, possiblement. Enfin, je pense que c'est ce qui se fera, effectivement. Après... Voilà, mais effectivement, le fait de prouver la légitimité de Jon, ça va pas aller forcément de soi. En fait. Oui, et c'est vrai que je disais, reste à voir la réaction de Daenerys, mais reste à voir aussi la réaction de Jon, lorsqu'il apprendra qu'il est l'héritier du trône. Je pense que ça va être un gros point de la saison 8 et un point que nous attendons tous. Et sur cette question, nous allons devoir clore notre débat sur le pouvoir. Après 3 émissions sur le sujet, je ne suis pas sûre qu'on ait encore tout couvert, mais on a essayé d'en couvrir un maximum pour que vous puissiez tous déjà avoir une vue globale, que vous soyez fan, expert ou simple spectateur, comprendre un petit peu mieux comment le pouvoir fonctionne dans Game of Thrones et être bien armé pour la dernière saison qui se fait attendre et qui risque d'être très prometteuse. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette série d'émissions sur le pouvoir. Merci Justine Breton d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté ton éclairage expert sur le sujet. Merci en particulier aux membres de la garde de nuit de nous avoir apporté vos connaissances, notamment sur le livre et pouvoir faire la différence entre livre et série, ce qui nous apporte un éclairage totalement différent. Et enfin, merci au CAF Saint-Sabin qui nous héberge durant ces tournages. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions des Arcanes du Trône. Valar Morghulis. Voilà.